Bienvenue dans Normand et Doctorant, le podcast qui explore la recherche des doctorants normands. Je suis Raphaël, doctorant en écophysiologie végétale, et je serai votre guide dans l'exploration du monde de la recherche normande. Dans ce voyage, j'aurai la chance d'être accompagné par Chloé et Mathilde, toutes deux doctorantes en géographie physique. Alors, si vous vous êtes déjà demandé ce qu'est une thèse, à quoi cela peut bien servir, et si vous avez toujours eu envie de découvrir les coulisses de la recherche, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, nous vous emmènerons rencontrer des doctorants qui, chacun dans leur domaine, repoussent les frontières de la connaissance. De l'histoire à la biologie marine, en passant par le sport ou la physique nucléaire, tout y passera. Bien évidemment, ici, tout ne tournera pas autour de formules mathématiques, d'atomes ou de textes de loi. Nos jeunes chercheuses et chercheurs viendront raconter leurs histoires personnelles et les défis qu'ils ont rencontrés dans leur quête de savoir. Si vous êtes curieux de découvrir ce qui se cache derrière les lourdes portes des laboratoires de recherche, abonnez-vous dès maintenant à Normand et Doctorant. Eh bien, bonjour tout le monde. Salut. Comment ça va ? Plutôt pas mal. Bah ouais, super. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, on se retrouve pour notre 9e épisode. C'est bientôt le cap des 10. Attention. Et aujourd'hui, on a choisi de vous embarquer dans une thématique encore inexplorée de notre podcast. Donc, direction le 19e siècle, au cœur de l'Empire britannique et de sa colonisation de l'Inde. C'est dans ce pays où les pluies de mousson se succèdent aux chaleurs étouffantes de l'été que deux mondes distincts se côtoient. On vous propose aujourd'hui de nous intéresser à un aspect méconnu de cette période, le rôle des femmes britanniques en Inde. Pour nous éclairer sur ce sujet passionnant, nous avons la chance d'accueillir Angelina, doctorante en civilisation britannique au sein du GREC, je pense qu'on le dit comme ça, un laboratoire pluridisciplinaire en langue, lettres et sciences humaines et sociales à l'Université du Havre Normandie. Et oui, il n'est que 9h, c'est un peu dur pour moi d'aligner les consonnes. Comment ça va, Angelina ? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi ? Bah ouais, nickel. Avant de parler de science, on a l'habitude de poser cette question pour apprendre en fait à te connaître. Si tu devais te présenter à des inconnus sans mentionner ta thèse, comment tu te présentes ? Je dirais bonjour. Je m'appelle Angelina. Bon, voilà. C'est ça. J'ai 32 ans. Info capitale. J'habite près du Havre, c'est aussi la ville où je travaille. Et en dehors de mon travail, ce que j'aime faire, c'est lire, aller au musée et par-dessus tout, je dirais cuisiner. Ah, pas mal. Tu cuisines quoi ? C'est quoi ta recette phare ? Ma recette phare, c'est non, les lasagnes. Une spécialité du Havre. Là, on sent la fille du coin. Voilà. Une dernière petite question. Ça va te faire remonter dans tes souvenirs d'enfance. Quel type d'élève tu étais à l'école ? Mais un peu le même type que je suis maintenant. Je dirais que je suis une doctorante assez soucieuse, un peu stressée, et j'étais déjà une élève un peu stressée. Voilà, soucieuse de bien faire. Depuis la petite section. Voilà. Je me mets la pression là, les voyelles. Alors, le sujet phare du jour. Allez, bonne lecture. Préparez-vous pour une dose d'histoire. Donc, à la fin du X croix bâton. Non, je déconne. V bâton. Je déconne. À la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les grandes puissances européennes se livrent à une course effrénée à la colonisation. La France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Portugal ont la main mise sur d'immenses territoires. Mais c'est la Grande-Bretagne qui s'impose progressivement comme la première puissance impériale mondiale. Son empire, souvent qualifié de l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, s'étend sur tous les continents et repose sur un vaste réseau de colonies, de comptoirs commerciaux et de protectorats. L'Inde, c'est le joyau de cet empire. Ceci en raison de ses vastes ressources, coton, épices, thé, mais aussi de sa main-d'œuvre ainsi que de sa position géographique avantageuse. D'abord contrôlée par la Compagnie britannique des Indes orientales, une sorte d'entreprise privée, l'Inde passe sous le contrôle direct de la couronne en 1858, après la révolte des Sipais, qui sont les soldats indiens servant dans l'armée britannique.
À partir de cette date, elle devient officiellement une colonie britannique et administrée par un système colonial structuré qui va imposer les lois, l'économie et la culture britannique à une population de plusieurs centaines de millions d'habitants. Ainsi, l'histoire de la colonisation a longtemps été racontée à travers les figures masculines du pouvoir colonial, gouverneurs, militaires, commerçants et administrateurs. Cette approche dite histoire impériale traditionnelle mettant l'accent sur les grands décideurs et les structures politiques et économiques de l'Empire. Il a fallu attendre les renouvellements historiographiques du XXe siècle, notamment avec l'essor des Colonial Studies, pour que l'histoire coloniale s'enrichisse de nouvelles perspectives, prenant en compte les populations dominées, les interactions culturelles et les dynamiques sociales au sein de l'Empire. Parmi ces nouvelles approches, l'histoire des femmes a profondément transformé notre compréhension du colonialisme. Longtemps invisibilisées, celles-ci ont pourtant joué un rôle crucial dans l'administration et la consolidation du pouvoir impérial. Historiquement perçues comme de simples Historiquement perçues comme de simples accompagnatrices, elles apparaissent aujourd'hui souvent comme des agentes actives du projet colonial. Ainsi, l'histoire des femmes en contexte colonial ne se limite pas à l'étude de leur rôle dans la sphère privée. Grâce à l'analyse des sources personnelles, journaux intimes, correspondances, récits de voyage et aux apports des études de genre, les historiens et les historiennes mettent aujourd'hui en lumière leur pouvoir d'influence, leur rapport à la domination et leurs contradictions dans le cadre impérial. Cette approche permet également d'interroger les interactions entre femmes britanniques et femmes indiennes, souvent marquées par des logiques de contrôle social et d'appropriation culturelle, mais aussi parfois par des formes de coopération et de solidarité. C'est précisément ce sujet fascinant qu'étudie notre invitée du jour, Angelina Girey. Donc, comme tu l'as dit, Mathilde, Angelina, tu es doctorante en civilisation britannique au sein du GRIC. Le GRIC, c'est un laboratoire pluridisciplinaire en langues, lettres et sciences humaines qui est implanté à l'Université du Havre. Et ta thèse s'intitule précisément « Femmes britanniques en Inde, 1835-1919, épouse impérialiste et migrante ». Bref, autant de questions passionnantes qu'on va explorer avec toi aujourd'hui, Angelina. Je ne sais pas ce que tu as pensé de ce résumé fleuve. Bon, là, je pense que les auditeurs... Si vous n'avez pas compris, là de la colonisation, on ne fait plus rien pour vous. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux nous expliquer ton sujet avec tes mots d'expert? Merci pour ce super résumé déjà qui reprend bien vraiment les sources de la colonisation qui a commencé par de l'exploration, hein, comme tu l'as dit. Et l'historiographie que tu as fait un peu d'histoire des femmes. Si je devais préciser là mon sujet, je dirais que c'est vrai qu'on a déjà en fait des études sur les femmes britanniques en Inde. Mais en fait, à chaque fois que j'en ai lu, c'était... En fait, les femmes britanniques étaient, pour ma part, je trouve, très essentialisées. Donc, en fait, on ne distinguait pas du tout une femme britannique qui était arrivée en Inde, on va dire en 1835, qui est le début de la période que j'étudie, de celle qui était arrivée en 1910, 15, 20, bon, bref... Et en fait, ça a été ma première réflexion. Je me suis dit, mais pourtant, le Raj, quand même, et la colonisation en Inde, elle a évolué quand même entre ces deux grandes dates, 1835-1919. Et la place des Britanniques a évolué. Alors, pourquoi on n'étudie pas, en fait, cette femme aussi, en fait, de manière évolutive et pourquoi elle apparaît comme complètement figée dans l'histoire. Donc en fait moi j'ai une approche, c'est pour ça que j'ai une grosse période aussi, en fait je veux voir l'évolution de cette femme à travers toute cette période. Et mon travail de master, là je reviens un petit peu en master, en fait la conclusion de ce master c'était de me dire mais cette femme j'ai l'impression qu'elle a évolué et je me souviens que je m'étais dit j'ai l'impression qu'on peut distinguer environ 3 générations. C'était la conclusion de mon master. J'avais fait un petit tableau qui était très expérimental à l'époque, mais j'étais en master. Hein. Voilà. Et quand j'ai débuté ma thèse, en fait, ma première hypothèse, c'est ça. Il y a donc plusieurs... Alors maintenant, je n'utilise plus le mot génération, je me suis renseignée. J'utilise le mot cohorte. Voilà, il y a plusieurs cohortes migratoires et en fait... Pour moi, chaque cohorte correspond à un rôle assez précis qui a été attribué à la femme
à la femme britannique en Inde, et dans cette entreprise coloniale. Et donc, en fait, elle aussi, elle a évidemment évolué. Mais dans l'histoire qu'on lit actuellement, on ne voit pas vraiment cette évolution. Pas du tout même, je dirais. Et tu commences en 1835. Bon, moi, j'avoue que je me rappelle plus de tous ces cours d'histoire sur la colonisation. Pourquoi 1835, ça commence là, la colonisation... Déjà, j'arrive pas à le dire. Colonisation britannique ? Non, ça commence... Alors, officiellement, ça commence en 57. Tu as parlé de la révolte des Sipahs. Et en fait, la date conventionnée du Raj, c'est 57. Mais on a des Britanniques qui arrivent bien avant. Et ça aussi, tu l'as dit, Chloé, avec en fait la compagnie, la East India Company, la compagnie des Indes orientales. Ah oui, d'accord. Mais je crois qu'on a pareil aussi, alors je ne suis pas une experte, mais pour l'Empire français, on a aussi ce système de compagnie, aussi pour l'Empire néerlandais. Oui, c'est ça, ouais. On a tout ça aussi. Ouais, il doit y avoir ça dans Pirates des Caraïbes. Ce que j'allais dire. Plus des entreprises privées et après voilà. le gouvernement et en fait, ça commence en 1600. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les Anglais étaient implantés déjà au moins commercialement depuis un moment. Et j'ai choisi 1835 pour plusieurs raisons. Alors il y a la raison historique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui est publié en 1835 et qui montre vraiment que les Anglais là veulent s'implanter, mais culturellement. En fait. En fait, dans le rapport, c'est dit qu'ils veulent vraiment répandre la langue britannique. Donc, on voit qu'il y a vraiment un côté culturel qui apparaît, qui n'était pas vraiment apparu avant, du moins pas officiellement. Et aussi, alors là, c'est plus une question, je dirais, logistique aux archives. Je me suis rendu compte qu'en fait, avant 1835, je ne trouvais pas vraiment de femmes. Ou alors... une par-ci, par-là. Mais vu que moi, mon but, c'est quand même d'étudier une cohorte. Il n'y avait pas assez de matière pour... C'est ça, je pouvais rien faire. Et je me suis dit, à partir de 1835, là, je commence à avoir du monde. Donc, en fait, voilà, je suis aussi contrainte par les sources. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une explication au fait qu'à partir de 1835, justement, on ait plus de documents issus de femmes ou parlant de femmes, en tout cas ? Non, issus de femmes, t'as raison. On a vraiment issus de femmes. Mais je pense... Alors, j'ai mis du temps à trouver la raison, en fait. C'est une super bonne question. Mais en fait, à ce moment-là, on a du coup ce fameux rapport qui dit qu'il faut s'implanter culturellement en Inde, enfin la langue anglaise du moins. Sauf que pour que cette langue se répande, il faut des Anglais qui la répandent. Alors, on avait bien des hommes britanniques qui étaient déjà sur place, mais on n'avait pas... ces hommes britanniques, déjà, souvent, et ça, on a des sources aussi qui le prouvent, souvent, finalement, se mariaient ou du moins prenaient une compagne indienne. Et donc, finissaient aussi par parler des langues, une des langues indiennes qui existent. Et finalement, on avait l'implantation de familles plutôt mixtes, mais pas de familles britanniques. Donc, en fait, la langue anglaise avait du mal à s'installer. Et donc, à ce moment-là, il commence à y avoir cette stratégie démographique aussi de se dire il faut envoyer des femmes britanniques pour qu'elles soient là. Et ensuite, en fait... par effet boule de neige que ça crée des familles... On crée des familles britanniques qui vont avoir des enfants britanniques, Exactement, voilà. Ok. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet sur les femmes, est-ce que tu peux un peu rappeler à nos auditeurs comment s'établissait la colonisation ? Tu as parlé du Raj. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est et d'un point de vue, je ne sais pas, comment que ça s'organisait concrètement, le pouvoir du gouvernement britannique là-bas ? Le Raj, oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, pardon. C'est l'habitude, vu que je prononce le mot 100 fois par jour. Donc, en fait, ça veut dire règne. C'est un mot hindi qui veut dire règne. Et en fait, quand on dit British Raj, c'est le Raj britannique en français, mais c'est le règne britannique en Inde. Ça date... conventionné, c'est 57, mais en vrai, vous avez compris, ça avait commencé bien avant. En fait, cet effet, exactement. Ça avait commencé bien avant.
Et en fait, quand il y a eu la révolte dont tu parlais, ça a sonné la fin de cette compagnie, donc de cette entreprise privée qui gérait la présence commerciale anglaise sur place. Et on a eu donc la couronne britannique qui a repris le pouvoir. Donc là, à ce moment-là, c'était officiellement le pouvoir britannique qui allait gérer cette colonie. Là, c'était officiellement une colonie, mais comme elle gérait déjà d'autres colonies. C'était pas la première de la liste. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. C'est clair. Ça me clarifie tout. Et avant de parler plus, en fait, on parle beaucoup de l'Inde. Et en fait, toi, tu étudies toute l'Inde ou certaines régions en particulier, parce que quand même, les archives, tu as pu avoir beaucoup de sources, mais c'est quand même souvent sur les mêmes villes ou... Enfin, je sais pas, c'est toute l'étude de l'Inde ou... Alors, je me suis pas fermée de porte. Je me suis dit, en fait, au début, j'avais très peur d'avoir très peu de sources, voire pas de sources. Ça, c'était ma grande peur, même si j'avais déjà étudié un peu le sujet en master, mais j'avais pas pu aller aux archives en master. Ça, c'est le gros problème. J'y suis allée en début de thèse. Vraiment, ça faisait 2 mois que j'étais en thèse et je me suis dit... il faut que je commence vraiment par ces sources. Et je me suis dit, je ne me ferme pas de porte parce que déjà, j'ai peur de finalement rien trouver. Et là, je me suis dit, si je trouve rien, voilà, c'est la fin de la thèse. J'avais vraiment peur. Je me suis dit, voilà, je ne me ferme pas de porte. Je vais voir toutes les femmes britanniques qui ont été en Inde, n'importe quelle région, n'importe quelle ville. Mais... Alors finalement, j'ai trouvé pas mal de sources, mais peut-être qu'on en reparlera après. Et j'ai décidé quand même de ne pas me fermer de porte, en fait, mais elles sont souvent quand même dans les mêmes régions. C'est-à-dire dans les régions, par exemple, pas mal au Bengale, pas mal dans le nord de l'Inde, mais parce que c'est là où la couronne britannique était le plus implantée, en fait. Oui, d'accord. Ouais. Je comprends mieux. Et... pour un peu recentrer le sujet sur, du coup, toi, ce qui t'intéresse, l'histoire des femmes, pourquoi t'en es venu à étudier l'histoire de ces femmes britanniques et pour toi, en quoi, justement, étudier leur présence en Inde, ça peut nuancer notre compréhension de ce fameux empire britannique ? En fait, alors c'est une longue histoire. T'inquiète, on est là pour ça. Je reviens un peu dans le passé. Alors, pas au 19e non plus. Mais en fait, quand j'ai fait ma 3e année, ma L3, je suis partie étudier au Royaume-Uni, à Leeds. Et là, j'ai pu choisir mes cours. Et bon, j'étais déjà intéressée par l'histoire de l'Empire. Mais pas vraiment, j'avais pas vraiment de période précise ou de pays précis. J'ai fait l'histoire de l'Empire. Et en fait, il y a eu un TD qui a fait tout basculer. Le suspense. Il y a eu un TD où on a étudié, durant lequel on a étudié l'histoire de l'Inde coloniale et on a pris l'exemple, en fait, pour l'étudier d'une femme. Et c'est vrai que ça paraît très naïf, dit comme ça, mais je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me suis jamais dit qu'est-ce que faisaient les femmes, du coup, dans cette histoire, c'est intéressant. Et en fait, on a étudié une femme, je vais dire son nom, c'est Flora Annie Steele. Et en fait, elle avait publié un guide domestique sur... En fait, comment tenir sa maison. Voilà, faut imaginer les femmes au 19e, que ce soit au Royaume-Uni ou en Inde. Bon, voilà, on est sur la tenue de la sphère privée. Donc, comment tenir sa maison. Et elle, c'était comment tenir sa maison en tant que femme britannique en Inde. Sachant qu'on n'a pas les codes, on ne sait pas où aller chercher, je ne sais pas, une peau de chamois ou telle farine. Bon, voilà, c'était des conseils pratiques. Et voilà, là, en fait, j'avais eu, à ce moment-là, j'ai eu plein de questions. Une révélation. Ah ouais, et une révélation, t'as raison. Une épiphanie. Non, mais vraiment. Et donc ça, c'était en 2017. On est en 2025, et voilà, je suis toujours là-dessus. Petit coup de Covid, et voilà. Et donc après, ça s'est enchaîné. J'ai fait ce sujet en master, et puis maintenant en doctorat. Et en fait, ce témoignage quand même de cette femme, via son guide, ça m'avait vraiment
permis de voir une autre facette de l'Empire. Parce que c'est vrai qu'on a la facette vraiment militaire, politique, officielle, en fait. Et là, je me suis dit, non, on voit aussi ce qui se passait derrière les portes closes. Et ça m'avait vraiment intriguée. Donc, je pense que... Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà de la littérature académique là-dessus. Et je me suis dit, ça permet aussi de voir comment on maintenait l'Empire, mais d'une autre manière. Intéressant. Voilà. Et il y a combien de femmes qui ont migré, c'est le bon terme, vers l'Inde? Tu sais si c'est un phénomène marginal ou en fait il y en a des millions? Alors, c'est une super question et je t'avoue, c'est une frustration en même temps. alors, je suis encore en train d'éplucher, là, ça devrait déjà être fait d'ailleurs parce que je suis en train d'écrire, mais je suis encore en train d'éplucher les recensements de l'époque. C'est très long et fastidieux parce que c'est des grands tableaux de chiffres. Alors, moi, je rappelle, à la base, j'ai quand même fait une licence d'anglais, donc je suis plus une littéraire. Voilà, Excel, les chiffres comme ça, j'ai du mal. Mais j'en viens à bout. Alors, il faut savoir que le premier recensement de l'Inde britannique, déjà, il n'a lieu qu'en 1871. Donc, il y a toute une partie déjà de ma période où je ne peux rien trouver. J'ai eu l'espoir pendant plusieurs années de trouver ce chiffre déjà écrit quelque part dans une source secondaire, dans un livre. Eh ben non, je ne l'ai jamais trouvé. Mais je pense que je commence à comprendre pourquoi je ne l'ai jamais trouvé. C'est parce que même en étudiant les recensements, en fait, on n'a pas une colonne femmes britanniques, avec un total. Alors j'ai les femmes anglicanes, j'ai les femmes qui parlent anglais. En recoupant ça, je pourrais trouver le chiffre, mais ce sera jamais exact en fait. Elles sont mélangées en fait avec. Il y en a des milliers. Ok, ça c'est sûr. Il y en a pas des millions. Voilà. Il y en a pas deux. Mais donc voilà, pour l'instant, c'est encore un travail, mais à mon avis, ce chiffre, si je l'ai jamais trouvé. Et là, je vois bien que je commence déjà à avoir bientôt fini les recensements. C'est parce qu'il n'y est pas, en fait. As-tu pensé à demander à ChatGPT? Il doit savoir. Je rigole. Je vais lui demander d'écrire ma fin de thèse. Non, ça irait sûrement plus vite. Tu nous as parlé tout à l'heure de Flora Annie-Steel, qui, si je l'ai compris, en tout cas, faisait partie plutôt d'une classe assez aisée dans l'Empire britannique. Cette immigration féminine de l'Angleterre vers les Indes britanniques, est-ce qu'elle s'est principalement axée justement sur des femmes issues de classes aisées, ou est-ce qu'on a aussi d'autres, des classes plus basses, des ouvrières ou je ne sais pas, qui ont aussi migré vers l'Inde, ou est-ce que c'était vraiment centré sur la classe dirigeante, entre guillemets? Oui, non, t'as raison, c'était plutôt ça. Ça, pareil, je ne le savais pas au début. Je me suis dit, peut-être que je vais trouver des témoignages de femmes ouvrières ou de femmes qui faisaient partie du staff domestique, peut-être, mais pas du tout. Et en fait, oui, la plupart d'entre elles sont classe moyenne supérieure ou classe aisée. Mais en fait, c'était voulu aussi, ça a été organisé parce que déjà, en fait, le ticket d'entrée, le ticket de voyage, en fait, pour aller en Inde, il était, ça je l'ai lu dans un livre justement sur la migration des femmes en Inde à cette époque, il était à 200 livres de l'époque et en fait, ça fait... plus de 10 000 pounds d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'était déjà le ticket d'entrée. L'inflation. En fait, ça permettait aussi de filtrer. Ouais. Ça a été voulu. Qu'elle promouvoit la culture britannique, etc. Enfin, je sais pas, surtout ces femmes-là, parce que, je sais pas, il y a une raison à ce profil type de femme. C'était essentiellement les femmes des gouverneurs, non? Des gouverneurs, administrateurs, c'est ça. Et par contre, alors je ne suis pas experte des autres colonies, mais on a d'autres types de migrations qui se sont organisées dans d'autres pays comme Australie, Nouvelle-Zélande, où là on avait des travailleuses en fait plus de classe moyenne ou beaucoup plus modestes. Mais en tout cas, c'était
pas le cas pour l'Inde. Et tu as eu quand même malgré cette dominance de ce profil de femme, est-ce que tu as eu quand même quelques profils un peu différents, des exploratrices, des aventurières Alors j'ai eu quand même... alors c'est plus vers le tournant du siècle. Ouais, forcément, on a quand même la condition de la femme qui évolue aussi beaucoup au Royaume-Uni, en Europe. Et ça se ressent aussi dans cette migration vers l'Inde. On a des femmes déjà qui ont des promotions professionnelles. J'en ai une, je crois que c'est en 1919, je crois, en tout cas c'est vers la fin de ma période, qui devient directrice d'école en Inde. Donc elle était simple professeure au Royaume-Uni. On lui propose de diriger une école en Inde et elle y va. Donc j'ai cette idée de promotion professionnelle. Alors c'est quand même des parcours atypiques par rapport à l'ensemble. Mais j'en ai quelques-unes. J'ai, aussi des exploratrices, voyageuses / exploratrices. J'en ai aussi quelques-unes, pas la majorité, mais pareil, dont on les voit plus vers les années à partir de 1880. Vraiment, avant, on n'en a pas vraiment. On a une femme qui est spécialiste des papillons. Ok. Voilà, qui part pour explorer les différentes sortes de papillons. Alors, elle fait un peu le tour du monde, mais dans ce tour, il y a l'Inde. On a Marianne North, qui est un peu la star des exploratrices de l'époque. Et elle explore différents types de plantes et elle les dessine. Et dans son tour aussi, il y a l'Inde. D'accord. Ouais. Et hormis ces exploratrices aventurières ou les promotions professionnelles, celles qui partent avec leur mari, etc., est-ce que tu sais si elles voulaient vraiment partir ? Enfin, c'était volontaire de leur part, elles suivaient, ou je sais pas, est-ce qu'il y avait peut-être dans tes témoignages des regrets ou un mal-être face à cette migration ? Au choc des cultures. Ouais. On voit vraiment le choc des cultures. C'est vrai, ça on le voit un peu dans tous les témoignages, surtout que la plupart d'entre elles, même si elles venaient de classes aisées, faut pas imaginer qu'elles avaient beaucoup voyagé. Souvent, quand on allait déjà dans le nord du pays ou en France, par exemple, même si c'était pas très loin, non, c'était déjà une grande aventure. Donc là, aller en Inde, c'était quelque chose. Il faut imaginer que certaines ont fait quasiment 8 mois de bateau. Le regret. 8 mois de bateau pour arriver. Alors souvent, au tout début, elles ne regrettent pas. C'est plutôt le sentiment d'aventure. Elles vont vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est plutôt ce sentiment qui prime. Et certaines vivent la désillusion déjà dans le bateau. Tu m'étonnes. Mais parce qu'en fait, le voyage en bateau, alors au minimum, c'est 2 à 4 mois. Après, ça dépend des vents, ça dépend de la route qu'on emprunte aussi. Mais certaines ont dû faire le tour par le Cap. En fait, il n'y avait pas le canal de Suez pour certaines. Donc, 8 mois de bateau. Donc, il faut imaginer 6-8 mois de bateau. C'est-à-dire qu'elles reçoivent des lettres entre deux où, par exemple, leur frère est mort, des gens meurent sur le bateau, il y a des maladies, on est enfermé. C'est pas Costa Croisière. Ah non, j'allais dire, c'était pas Brittany Ferry. Là, c'est... Bon, les journées sont longues, quoi. Ah ouais, tu dois chercher. Rien que... Cet été, on a pris... je raconte Cet été, on a pris le Brittany Ferry 14 heures de pour bateau. aller en Irlande avec Matt. Je vomis. Alors, je suis en train de m'imaginer. Là. Multiplie ça. Donc, 6 mois dans une cabine. Oh, non. Voilà. Sans Internet. Ah, elle pouvait pas faire il y avait des livres. Non, voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir le côté romantique un peu du voyage, de l'aventure, de la croisière. Mais là, on n'y est pas vraiment. Quand on se penche vraiment sur les récits, il y en a notamment une qui se marie en fait juste avant de partir.
et qui fait donc, en fait, son voyage de noces, j'ai envie de dire, c'est le voyage vers l'Inde. Et c'est là où elle découvre vraiment son mari et elle découvre que finalement... Ça va pas le faire. C'est peut-être pas une bonne idée. Non, non, elle aura beaucoup de regrets. Et d'ailleurs, alors c'est un exemple, mais quand même, c'est un exemple qui m'a marqué quand j'ai lu ce récit. Elle supportera tellement peu sa vie en Inde et sa vie maritale, surtout, plus que l'Inde. C'est plutôt sa vie maritale qui, en fait, va la faire fuir. Elle va abandonner son mari et ses enfants et prendre un bateau, le ferry retour, comme tu dis. Juste pour se mettre un peu dans la tête de ces femmes qui partent, est-ce qu'elles se disent, ok, c'est un voyage sans retour, ou elles savent qu'elles vont rester quelques temps et revenir après en Angleterre, ou c'est pour la vie? Tu vois, ce que je me demande déjà, pourquoi elles partent? Est-ce qu'elles ont le choix? C'est plutôt la question de choix. C'est plutôt ça. Ouais. Parce que pour la plupart d'entre elles, le mariage est... Enfin, elles ne se posent pas vraiment la question. Alors, ça dépend des périodes, encore une fois, de la décennie, vraiment, de la période que j'étudie. Mais pour la plupart, du moins dans leur récit, elles ne se posent pas de questions. Elles se marient avant de partir ou le mariage est prévu parfois à leur arrivée. 2 jours après leur arrivée, c'est déjà organisé. Donc, voilà, elles y vont. Et je ne sais plus, c'était quoi la question, c'est un voyage sans retour? Ah oui, pardon. Oui, elles savent que c'est plutôt un voyage sans retour. Alors, il y en a quand même, quand le voyage et quand la technologie... Et le canal de Suez va aussi ouvrir. Et quand la technologie maritime va avancer, il y en a qui font un petit peu des allers-retours parce que le voyage se raccourcit. Mais quand c'est 6-8 mois, même 4 mois, elles reviennent très peu, voire jamais. Donc elles savent. Ok. Et si je reviens sur du coup la majorité de ces femmes, c'est ces épouses de militaires ou d'administrateurs britanniques. Question assez large, mais comment elles participaient à la colonisation, à ce projet colonial? Il y a plusieurs manières. Alors, il y a c'est beaucoup comme on dit, les soft powers qu'elles mettent en place. Donc, elles, c'est plus une influence et un pouvoir qui est difficilement mesurable. Mais elles... souvent, elles font un peu les ambassadrices, même si elles n'ont pas ce titre, mais elles ont quand même ce statut, un peu d'ambassadrice cachée, c'est-à-dire que déjà, elles soutiennent leur mari dans leurs fonctions. Ça, c'est une des manières. Elles reçoivent aussi beaucoup, notamment les princes ou les rajas ou maharajas aussi indiens à la maison, parce que voilà, il y a une collusion aussi qui existe entre le pouvoir britannique sur place et les grands pouvoirs indiens sur déjà place. Présent, Ah oui, tout à fait. Donc, elles les reçoivent, elles rencontrent aussi les femmes de ces princes, rajas. Donc, on a tout ce relationnel qui est fait. Et ça, c'est plutôt dans une seconde partie, ce que j'appelle moi la deuxième cohorte, mais avec et Flora Annistil, je reparle d'elle, mais c'est un peu la star des femmes britanniques en Inde. Elle va pas être la seule à publier un guide domestique. Et en fait, ces guides domestiques spécifiques à l'Inde, ça va donner quand même à la femme britannique aussi une expertise et une profession, parce que certaines vont vivre, notamment Flora Annistil, vont vivre de ses écrits. Et elle participe en fait à maintenir l'ordre colonial, mais à la maison. Donc, en fait, il est partout. Ok. Elles sont vitrines de l'Empire, en fait. Exactement. Ouais. Même dans leurs vêtements, dans leurs tenues, tout est, en effet, comme tu dis, vitrine. Ok. Et ces femmes britanniques, du coup, tu parles beaucoup de la sphère domestique. Est-ce que donc c'était comme en Angleterre, l'arrivée en Inde, un espace de contrainte, tout est confiné à la sphère domestique, ou est-ce qu'elles avaient davantage de liberté, justement? Est-ce qu'elles pouvaient, entre guillemets, avoir des activités autres que gérer le foyer et compagnie? Ça, c'est une question que je me pose toujours.
est-ce que vraiment elles se sont plus émancipées en Inde qu'elles n'auraient pu le faire au Royaume-Uni? Et je dois avouer que je suis partagée parce que dans les témoignages, j'ai vraiment deux sons de cloche. En fait, j'en ai vraiment qui me disent, pardon. Là, on sent que je m'inclus vraiment, que je suis vraiment en communion. Il y en a qui écrivent, dans des mémoires, et notamment certaines rentrent quand même en Angleterre, beaucoup sont anglaises, rentrent en Angleterre dans les années 1930, 40 et écrivent des mémoires. Et certaines disent, mais en fait, même quand j'étais en Inde en 1910, c'était comme si c'était encore la période victorienne. Comme si on avait des codes figés, en fait, comme si c'était resté très... Ils ont changé le décor. Tout à fait, et que c'était resté très 19e, alors qu'on était passé au 20e. Donc, on a l'impression que là, la femme, en fait, serait restée... finalement dans cette sphère privée et très domestique sans avoir d'évolution. Ça, c'est un des témoignages que j'ai et qui m'a marqué. Au contraire, il y en a d'autres qui disent j'ai pu aller me promener à tel ou tel endroit seule, vraiment je n'aurais pas pu faire ça en Angleterre, et en fait d'avoir accès aussi à cet ailleurs géographique, à ce voyage, c'est quelque chose d'exceptionnel, et elles se sentent très privilégiées et d'avoir cet accès, et elles se disent qu'elles sont libres. Tu nous as expliqué en fait le rôle des femmes comme vitrine, des femmes britanniques comme vitrine de l'Empire. Donc réellement une transmission de ces femmes britanniques vers la population locale. Est-ce qu'il y a eu par contre un retour inverse? Est-ce que la population locale a influencé justement la façon de vivre et la façon de faire de ces femmes britanniques? Est-ce qu'elles ont extrait des choses pour elles les appliquer après dans leur foyer ou pas du tout? Alors, un petit peu. Alors, si on regarde par exemple, les recettes conseillées, oui, parce que dans les guides domestiques, il y a toujours une partie finale sur quoi cuisiner. Quoi cuisiner en Inde. Bon, alors là, on a quelques recettes indiennes avec des currys et autres. Donc, on voit cette transmission un petit peu par ce biais. Mais c'est vrai il y avait quand même peu de contact entre les femmes indiennes et les femmes britanniques. Oui, quand même. On a quelques scènes où on voit les femmes britanniques qui ont accès à des espaces, des espaces très privilégiés où seules elles pouvaient entrer parce qu'elles étaient des femmes. Ça s'appelle des zenana. Et en fait, c'est des espaces où les femmes indiennes étaient complètement confinées. En fait, elles n'avaient pas le droit d'être vues. Et elles étaient confinées dans ces espaces, et bon, évidemment les hommes britanniques, on n'a aucun témoignage d'homme britannique qui a pu avoir accès à cet endroit, et par contre c'est le cas des femmes britanniques. Donc elles ont ce rapport privilégié, mais à la fois c'est pas un rapport d'égal à égal, surtout pas, je dirais. Et elles ont souvent un avis très tranché et condescendant sur les femmes indiennes, sur leur tenue, par exemple. Et on va avoir de nouveau, vers le tournant du siècle, un peu un changement. C'est-à-dire qu'elles vont parfois, mais ça reste minoritaire, parfois s'allier pour des combats de la première vague féministe. Donc s'allier un petit peu pour le droit de vote. On a déjà une vague féministe en fait en Inde également. À cette époque, mais ça reste, je dirais, peu clair dans les récits et surtout très mineur. Ouais. Okay. Est-ce que c'était quoi concrètement la place des femmes indiennes à cette époque Alors, ce qui apparaît dans les récits, c'est en effet un espace très confiné, même pire, je dirais, que pour les femmes britanniques. On peut considérer que les femmes britanniques étaient d'un sens aussi confinées dans cet espace domestique, mais elles pouvaient sortir, être vues, ce qui n'était pas le cas. Pour les femmes indiennes, on avait par exemple des sortes de petits carrosses avec des rideaux. Donc même quand elles sortaient, en fait, elles ne pouvaient être vues pour certaines.
certaines castes. Après, voilà. Je peux pas- Ça, c'est pour la Ouais. population aisée. Oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, c'est... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on a plutôt une place... Où ils n'avaient pas trop de droits. non, Et- pas du tout. Mais il y a un réveil quand même durant cette période. Voilà. Mais est-ce que... ça, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce que les femmes britanniques se sont alliées avec ces femmes indiennes pour leur propre compte aussi ou c'était une réelle alliance d'égal à égal? Ça, je ne crois pas. Mais bon. Et ces femmes indiennes, au sein des foyers britanniques, quelle place elles occupaient? Est-ce que de par leur fonction dans le foyer, il y avait, ça pouvait avoir un impact sur le fonctionnement de celui-ci? Indienne ou britannique? Les Indiennes qui travaillaient, je pense, Oui. pour des Britanniques. Exactement. En fait, on a... tout à l'heure, je parlais du staff domestique et que je pensais trouver des femmes britanniques dans ce staff. Mais en fait, pas du tout. Tous les domestiques, ou quasiment, étaient indiens. On ne partait pas avec ces domestiques britanniques. 8 mois de bateau, tu te rends compte? On ne partait pas avec eux. On recrutait sur place. Déjà parce que c'était moins cher, voilà. Et donc on pouvait avoir un staff de 20 personnes si on voulait. C'était assez courant d'ailleurs d'avoir un grand staff. C'était assez ostentatoire. On disait je vis en Inde, donc j'ai un niveau de vie plus aisé que je ne pourrais avoir au Royaume-Uni. Donc j'ai un... Voilà. La reine du pétrole. Exactement. Exactement ça. Et les femmes indiennes étaient présentes et pouvaient être alors lingères ou autres, mais alors elles avaient quand même une place privilégiée. Souvent, elles étaient la aya, c'est-à-dire comme la babysitter, la nourrice qui était là pour s'occuper des enfants britanniques. Ok. Et donc, les femmes britanniques, en dehors de la sphère privée, est-ce qu'elles, surtout les épouses de hauts fonctionnaires, est-ce qu'elles pouvaient avoir une influence un peu informelle sur les décisions politiques ou pas? Si elles le pouvaient, elles le pouvaient. Et alors, je n'ai pas non plus pléthore d'exemples. C'est vrai que... Mais quand on lit certaines lettres, c'est surtout dans les lettres qu'elles écrivent à leur mari, on voit qu'elles donnent des conseils sur l'orientation de la carrière, par exemple, ou qu'elles peuvent dire telle ou telle chose ferais pas comme ça. telle ou telle chose ne me plaît pas dans ta carrière. Sur l'oreiller. Oui, un petit peu. Mais qui joue quand même un rôle... Mais on en a un petit peu dans les correspondances. Ah, ouais. Parce que souvent, vu que les hommes étaient militaires, ils étaient quand même souvent absents. Donc pour communiquer, c'était beaucoup les lettres et on a pas mal de choses là-dessus dans les correspondances. Donc quand même, il y avait une certaine influence. Là, je pense à un exemple d'une femme que j'ai aussi beaucoup étudiée et je dois avouer que j'aime beaucoup. Parce que j'ai un corpus de 115 femmes à peu près. Donc, mais j'ai un peu mes favorites. Quoi. Et donc, il y en a une qui s'appelle Honoria Laurence et qui, dans le bateau, qui l'amène à son futur mari, lui dit j'aimerais bien que tu aies une carrière qui s'éloigne en fait du côté militaire parce que ce côté vraiment conquérant ne me plaît pas. Donc en fait elle critique indirectement l'empire via cette lettre et lui en fait va plutôt s'orienter vers une carrière civile et ce qui va beaucoup plus lui plaire. Donc il va l'écouter quand même. Oui, il va l'écouter. Et je reviens en arrière parce que je trouve ça trop intéressant, la relation femme britannique, femme indienne. Tu as dit que s'il n'y avait pas trop de lien, c'était limite de la condescendance. Mais est-ce que tu n'as pas perçu parfois, je sais pas, des témoignages qui pouvaient évoquer certaines amitiés ou une forme de solidarité, mais plus honnête que lorsqu'elles les ont aider à avoir le droit de vote, par exemple, sans intérêt personnel, on dira. Amitié, pas vraiment. Certaines solidarités, oui.
Ok. Solidarité, oui, notamment dans ce combat pour le droit de vote. Un petit peu. Alors, il y avait quand même, ce que je perçois le plus, c'est une forme de reconnaissance à plusieurs moments. Notamment quand, je vous ai dit, on a parlé déjà du long voyage, du choc culturel un petit peu. Et quand elles arrivent, souvent, elles ne connaissent rien, elles ne comprennent pas non plus la langue. Mais elles sont super jeunes surtout aussi, non? Et elles sont aussi très jeunes. Ah oui, très souvent, elles sont jeunes. Ouais. La plupart du temps, elles ont 19-20 ans, quoi. Moins de 25 ans, la plupart, ouais. Donc, elles comptent sur le personnel domestique parce que leur mari, je vous l'ai dit, souvent absent. Il a sa carrière, voilà, et elle se retrouve à la maison avec les domestiques indiens et avec la Aya également, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ces domestiques, incluant la Aya, vont les aider à s'intégrer, à avoir les codes. C'est eux, en fait, souvent, qui vont tout d'abord les aider à faire un peu leur adaptation sur place. Donc, je dirais plus de la reconnaissance qui va un petit peu se perdre quand il va y avoir les guides domestiques. Oui. Parce qu'il y a l'époque où il n'y a pas du tout les guides. Mais en effet, quand il y a les guides qui arrivent, forcément, elles les lisent énormément. On a d'ailleurs des traces de ça dans les archives. Certaines femmes disent « je lis telle chose, je me renseigne en amont, en fait, avant d'arriver, pour limiter un peu le choc culturel et savoir quel sera mon rôle quand je serai sur place ». Ces guides sont assez précis. On a même certains conseils de boutique où il faut aller, les prix aussi de chaque aliment, pour pouvoir négocier, en fait, une fois qu'on arrive au bazar. C'est assez précis. Guide, en fait, c'est le routard. Ah ouais, non, c'est très précis. Get ready with me. Donc, je dirais de la reconnaissance. C'est ce que je ressens le plus, en tout cas, dans les témoignages. Ok. Et est-ce que ces interactions, elles ont évolué au sein de ta plage historique, enfin de la plage cohorte. Non, je pensais de la durée sur laquelle tu étudies. En fait, tu vas jusqu'à 1919. Et moi, en histoire, j'étais pas très bon. J'étais pas un bon élève. Mais j'ai retenu qu'en 14-18, il y a eu un petit truc qui a un peu mis le bazar sur la planète. Et est-ce que, justement, les conflits qui sont quand même plus centrés sur l'Europe ont eu un impact jusqu'en Inde, et notamment jusqu'au fonctionnement de ces foyers britanniques, qui forcément, tu nous as dit précédemment que les maris étaient pour certains impliqués dans l'armée. Est-ce que ça a eu un impact, justement, tous ces bouleversements européens jusqu'en Inde? Alors, j'en ai pas beaucoup de traces dans les archives. Mais en fait, c'est une super question parce que je pensais en avoir beaucoup de traces dans les archives. D'ailleurs, au début, ma période de fin, j'avais choisi 1914. Je m'étais dit, ça va être un tournant. Juste avant, ça va être un tournant et je vais pouvoir m'arrêter là. Ça va être pertinent. Mais en fait, pas du tout. Alors, on n'a pas... selon mon ressenti pour l'instant, pas vraiment de changement dans la migration. On a certains hommes qui partent, mais les femmes souvent restent. De toute façon, on n'a pas du tout de migration de retour vers l'Europe. Au contraire, elles restent où elles sont, plutôt loin du conflit, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas ressenti ça, mais pas du tout même. Et c'est pour ça que j'ai changé ma date de fin à 1919, qui était beaucoup plus pertinent pour l'Inde britannique. Ok. Et je sors de ta période, mais ça c'est quand déjà la date de l'indépendance de l'Inde? C'est 1947. Ok. Et en fait, je voulais aller jusqu'en 1947 à la base, parce que j'étais un peu naïve et très motivée, mais je le suis toujours, mais réaliste. Il faut être réaliste. Alors, je ne voulais pas du tout être réaliste au début, c'est-à-dire que j'ai dit à ma directrice de thèse, que je salue si elle passe par là, je lui ai dit, moi, je veux aller jusqu'en 1947. Elle m'a dit, allez aux archives et vous verrez. Bon, en effet, j'ai vu. Je ne pouvais pas couvrir une aussi grande période parce que ma période est déjà assez large. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter en 19. Mais pourquoi pas après étudier la période jusqu'en 47.
Et même si tu n'as pas étudié, ça s'est passé comment, grosso modo, ces femmes, leurs maris qui avaient des postes haut placés là-bas, sont retournés dans les colonies, en Angleterre, ou ils sont restés sur place? Ah, ok. Ouais, non, la plupart sont rentrés. On a quelques livres, mais qui sont des livres fictionnels, mais qui parlent de cette communauté britannique qui reste après la date de l'indépendance, mais ça reste mineur et beaucoup sont rentrés. Ok. Et les femmes de tes corps, toi, la plupart sont restées et sont mortes en Inde, en fait. Enfin, sur les 115, elles sont toutes restées ou elles sont reparties? Alors là, j'ai plus les chiffres en tête parce que je Oui, fais des données quantitatives, en effet, mais il y en a beaucoup qui meurent. Oui, enfin de leur belle vie, leur enfin vie, de leur, ouais. de leur Voilà. naturel, quoi. Oui, puisqu'elles restent toute leur vie. parfois 15, 20, 25 ans. Donc oui, en effet, c'est toute leur vie. Ok. Et alors, je passe un peu sur un autre pan de ton travail et peut-être plus recentré sur le travail d'historien. Toi, tu t'évolues à l'université du Havre et tu as une thématique qui est sur les femmes en Inde. Comment on fait pour avoir des données sur les femmes en Inde alors qu'on est au Havre? Oui, alors on ne reste pas au Havre. Ah. D'accord. Alors le Havre, c'est mon lieu de vie, le lieu aussi où je suis inscrite. Mais pour chercher toutes ces données, alors je vous avoue qu'au début, n'étant pas vraiment historienne de formation, moi j'avais fait un master recherche, mais c'était un master qu'on appelait recherche, mais en études anglophones. J'avais jamais été aux archives. Et en fait, j'ai suivi des pistes. C'est-à-dire que je parlais d'Honoria Laurence tout à l'heure. Elle, je la connaissais. Ses archives avaient été publiées, éditées et publiées. Et je savais où étaient ses archives. Elles sont toujours à la British Library de Londres. Okay. Donc c'est un peu leurs archives, les archives phares pour l'Empire. Et je me suis dit, j'avais pas vraiment d'infos, et je me suis dit, bon, je vais aller là-bas. Forcément, il doit y avoir d'autres femmes. Il doit y avoir d'autres trucs, ça va être pas mal. Et mais en effet, c'est là, c'est là où j'ai le plus de sources. Bon, après, je me suis aguerrie dans mon travail d'historienne. Tu sais quoi chercher. Et j'ai pu aller dans d'autres centres d'archives. Alors, j'ai rien trouvé en Inde. T'as été en Inde? T'as été en Inde? Non. Alors, j'y suis allée pour le tourisme. Ok. Quand même. Faire des photos pour le terrain. Mais en fait, j'ai regardé dans leur base et je n'ai jamais rien trouvé. Donc, je ne suis pas partie en mission archive là-bas. Ah oui, ok. J'aurais adoré, mais vu qu'il n'y a pas d'archives, a priori, apparemment, il n'y a rien. voilà, mais donc toutes mes sources sont au Royaume-Uni. Il y en a un peu partout, mais les plus gros centres, c'est donc à Londres, Cambridge et Oxford. Ah oui, t'as comme sillonné une partie de l'Angleterre. Ah oui. Et Londres, je suis restée t'es restée longtemps. Mais en tout, mes archives, ça m'a pris 6 mois. Donc je suis partie plusieurs fois. Plusieurs fois pour vraiment dérouler tout le fil. Parce que rien n'est numérisé? Non, quasiment rien. Donc tu lis en anglais. Ah ouais. Et comment c'est quoi ta méthode? Parce que moi aussi je travaille sur les archives. Du coup moi je prends tout en photo et je verrai après. Bon déjà c'est en français, c'est plus simple. Mais toi en fait tu lis direct sur place. Tu notes ou tu vas parce que c'est vrai que ton temps est limité. La mission c'est jamais très long. Tu prends tout en photo. Tu dis je regarde ça en France. Comment tu fais? Je fais exactement comme toi parce que par contrainte, alors je vois bien que certains fonctionnent différemment aux archives. Je pense qu'ils habitent à Londres. Oui. Donc ils se disent, je peux venir quand je veux. Ils prennent leurs petites notes tranquillement. Ouais, je vois. Mais moi, j'ai pas ce temps parce qu'à chaque fois... Alors déjà, j'ai eu la chance de pouvoir partir assez longtemps à chaque fois parce que j'étais financée. D'ailleurs, je remercie tous mes financeurs, tous mes sponsors, notamment mon labo qui m'a aidé à financer parce que Londres, c'est très cher. Ouais. Et quand je devais rester 2 mois... Ah oui, c'est quand même grand l'émission. Je suis partie souvent 2 mois, 2 mois, d'accord. 1 mois. Super. Souvent, je suis partie longtemps. Donc, en fait, je fais comme toi. Je prends tout en photo. Et je me dis, je lirai ça ce soir
en partie peut-être, ou en France. Ouais. Mais en gros, souvent, je lis le début pour voir si c'est pertinent. Oui, ouais. Et puis après, je me dis, allez, hop, Ouais. c'est parti. Et là, on devient, je pense que tu es d'accord, une machine. Ah ouais, t'es debout. Moi, j'ai pris des photos Clac, de clac, clac. de cahiers énormes, pour des parcellaires. Enfin bref, du coup, tu clac, 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 clac. Et en fait, C'est ça. parce que pour nous, le terrain histoire, d'archives, c'est quand même hyper physique. Parce que je dis ça, très. c'est Chloé. Bon, c'est vrai, on fait des prélèvements dans les plis, c'est très très physique. Mais là, bon, moi aussi, là, j'étais debout tout le temps, pendant des heures, à cliquer sur la photo. Et puis, c'est trop chiant. Enfin, tu comprends quand tu mets un peu ton doigt sur l'objectif, faut recommencer la photo. Puis, imagine, elle est floue, tu t'en rends compte en France, bah bam, t'as la page qui part. Enfin, bon, voilà, c'est des petits trucs. Et non, mais il y a ça. Et un travail, moi, que j'avais pas anticipé, c'est le travail en fait, d'archiver tout ce que tu prends en photo. Oui, il faut pas se gourer. Ah oui, En fait, le soir, c'était la Faut tout deuxième classer. journée qui commençait. Ouais. Je me disais, là, je fais tout mon classement. Tu transfères les photos. Oui, non, mais pardon, je fais une pub pour Google, mais mon Google Drive Moi aussi. Et, j'ai dû upgrader. J'ai pris les 100 gigas. Moi, Mais j'ai 200 gigas. sponsorisez-nous. Bah oui, Google, si vous nous entendez, on est ouvert à tout Bah partenariat. non, mais du portable, parce que tu vas pas venir avec un énorme appareil photo. Enfin, Bah non, non. Mais il y en a qui le font, Oui. qui font l'appareil photo. J'ai testé, j'ai pas aimé. Ouais, Donc je me suis ouais. dit, moi, ma technique, ça va être avec C'est mon ça. téléphone. après, tu relis tout, quoi. Et en fait, tu prends, c'est quoi? Ton matériel, c'est des journaux intimes, des livres. J'ai un peu de tout. Ouais. Non, j'ai des correspondances, j'ai des journaux intimes. Certaines ont publié. Alors pour certaines, j'ai pas de sources privées, mais j'ai leurs publications. Je parlais du guide domestique là, qui a été publié par Flora Anistil. Et pour certaines, je suis très dotée. J'ai correspondance, plusieurs journaux intimes. Parfois, ouais. j'ai 15 ans de journaux intimes. Je Je vais reparler d'Honoria Laurence, mais pour elle, j'ai 4500 photos, par exemple. Juste pour elle. Donc, Ouais, et c'est pour ça que Fangirl. Ouais. je me sens proche d'elle parce que en fait, je la connais super bien. Bah ouais, mieux mieux qu'elle qu'elle le dire, pense. ouais, à force de lire toute sa vie, tu sais, Bah, c'est c'est un peu ça. ta Et copine. J'ai l'impression, mais si elle m'entend. je sais pas, ça a l'air peut-être un peu triste de dire ça. Non, parce que c'est quand même hyper personnel, les journaux intimes. Et est-ce que, je sais pas, tu ressens un peu une émotion en lisant, je sais pas, c'est quand même bourré d'anecdotes personnelles. Enfin, moi, mes journaux intimes étaient publiés. Enfin, je sais pas, est-ce qu'elle les a écrits en se disant qu'un jour, je sais pas, ça allait sortir ou Elle, oui. Parce Elle, oui. que, ah oui, vraiment. business Non, mais en fait, elle écrivait pour. Elle avait plusieurs journaux intimes qu'elle tenait en même temps, en fait. Ah oui. Elle se disait, alors ça, c'est pour mon fils. Celui-là, c'est celui pour mon mari. Et Ah. par exemple, un petit troisième, à certaines périodes, c'est pour qui lira, Oui. un ami Ouais, imaginaire. elle n'avait pas le truc journal trash, là. Enfin, je sais plus si vous voyez ça. truc, Trace journal. Ouais, où tu crées vraiment ta vie, mais vraiment. Oui, ce qui Très- fait qu'elle pouvait occulter certaines choses en fait, Oui. si Et elle axait son propos pour des personnes. C'est vrai, mais à la fois, j'ai comme ça son image de mère, ce qu'elle veut Ouais. transmettre C'est à son cool. fils, ce qu'elle transmet à son mari, et ensuite le côté plus, sa vie du quotidien, on va dire. Donc en fait, elles, si elles avaient pu tout tenir leurs journaux comme ça, j'aurais adoré, parce que j'ai tous les pans, et c'est vrai qu'on peut se sentir proche à force, puisqu'on lit vraiment jour par jour. Ouais. Quasiment L'évolution de la personne. et quoi. pendant Enfin, des années Mm. et pour elle en plus de son arrivée, même un peu avant son arrivée, jusqu'à sa mort, quasiment ces Ok. dernières heures on les T'as a la même. veille, là. Avec la- Ah, c'était qui trop tremble, là. bien. Ça va pas trop, trop. J'ai mal au ventre. Et elle en plus je vais arrêter de parler d'elle, mais parce que les 114 autres vont peut-être être jalouses, mais en master, j'avais déjà lu donc la version éditée, publiée de ces journaux, mais ensuite, quand je suis allée aux archives, Hmm. j'ai vu Il y a plus le- de censure. les vrais ouais. journaux. Il y a des petits dessins et tout. Et ouais, il y a des choses. Ah oui. Ouais, oui, tout Ah oui, à fait. il y a l'objet réellement qui est stocké. H il y plus a K, le- Exactement. Ok. Et on me l'a amené. Et alors là, Ouais. grand moment d'émotion pour T'avais moi. des gants et Ouais. tout ou- Pas besoin de gants pour Ok. celui-là. Ok. Non. Ouais. Donc, grand moment Cher d'émotion. journal. Mm. Aujourd'hui,
L'élu de mon cœur. C'est pas comme ça. Et en dehors de ces journaux intimes, t'as d'autres types de sources? Je pense à des correspondances. Ouais, j'ai des correspondances également. Les correspondances, alors j'en ai quand même pas mal. Si, j'en ai pas mal. Peut-être au moins équivalent aux journaux intimes. C'est une source que j'aime moins, mais pourquoi je l'aime moins? C'est parce que parfois, en fait, j'ai la lettre aller, on va dire, mais j'ai pas le retour. Ou alors je n'ai pas tout, j'ai la réponse et pas la lettre envoyée à la base. Donc la correspondance c'est un peu compliqué. C'est fragmentaire, quoi. Et moi, je me pose la question, tu nous as dit précédemment que justement, ces familles britanniques, elles pouvaient accueillir les princes indiens ou la royauté qui était sur place. Est-ce qu'il y a des documents aussi, justement, émis par ces princes ou cette royauté, je vais y arriver, indienne, justement pour décrire aussi comment eux voient les familles britanniques? Est-ce qu'il y a ce pan-là aussi de la connaissance ou pas du tout? Alors, sûrement. Mais ça c'est un Il faut gros sponsoriser un voyage en Inde là. ouais, non, mais alors le problème ce serait la langue pour moi, je pense. Oui, Ah bah oui. En fait c'est ça, j'aimerais beaucoup avoir ce pan ou alors organiser, alors c'est dans le futur peut-être un partenariat avec d'autres chercheurs là-bas qui étudient en fait ce pan-là pour avoir vraiment les deux côtés de cette histoire. Ouais, voir comment eux voient les Indiens et comment les Indiens ont vu les Britanniques. Exactement. Et toi, c'est quoi, on va dire, la plus grande difficulté que tu rencontres dans l'étude de ces femmes? Est-ce que c'est un manque d'archives, des biais historiographiques? Le manque d'archives, je ne l'ai pas trop connu parce qu'en fait, peut-être que je suis tellement partie de manière négative en me disant je vais rien trouver que j'étais très contente de ce que j'ai trouvé. Bon, c'était beaucoup plus que ce que je pensais. Mais c'est vrai que parfois, on trouve des noms. En fait, je parlais du corpus de 115 femmes, mais en vrai, j'ai 400 noms. Donc, en fait, on trouve beaucoup de noms, mais pas toujours de sources. Exactement. De sources liées à ces femmes. Donc, parfois, j'ai le nom. Donc, je le prends quand même en compte parce qu'elle était une femme britannique en Inde, mais... quelle était sa vie, je n'en sais rien. Donc le manque de sources est quand même là, où parfois j'ai une lettre pour certaines, ou 2 lettres. Alors, ce qui me permet un petit peu de situer, quand même de savoir de quand à quand elles sont restées, ce qu'elles ont vécu, un petit peu. Mais ça reste fragmentaire parfois, ou détruit. Aussi. Détruit parce que les archives du coup on fait le voyage en bateau pour rentrer. Elles aussi elles ont fait 8 mois de bateau. Un peu moins, mais elles sont revenues au Royaume-Uni. Oui, c'est vrai, hein. Donc parfois elles sont illisibles parce que c'était humide, tout ça. Certaines ont brûlé dans différents feux de maisons familiales. Donc, il y a eu aussi un deuxième petit conflit qui a peut-être fait que... Et t'interprètes énormément du coup ces documents, mais et c'est aussi, je pense, un peu une difficulté d'interpréter quand ça parle pas non plus de lui-même, le document. Je sais pas si c'est très français, mais ma question c'est comment tu fais justement pour éviter les biais d'interprétation et surtout pas projeter un peu les questionnements qu'on a nous actuellement sur les événements d'hier. Ça c'est beaucoup. Alors. J'ai eu beaucoup ce questionnement en début de thèse et c'est pour ça que j'ai aussi décidé d'avoir une approche quantitative. En fait, c'est pour m'aider à cadrer aussi mes informations. Donc, j'ai un grand tableau Excel dont on parlait tout à l'heure. Un Google Sheet. Le sponsor. Après, je bip, tous les fois on dit Google. Faut en citer d'autres, comme ça passe. Donc j'ai ce grand tableau qui, en fait, où je classe toutes mes données et donc je peux en extraire aussi des données quantitatives. Donc ça m'aide quand même à garder un cadre, je dirais. Et c'est vrai c'est très intéressant les questionnements. Tu parles des questionnements qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que pour, par exemple, la domesticité, donc le fait que les femmes restaient à la maison, tout ça, c'est quelque chose qui serait perçu maintenant comme très dégradant, forcément. Mais replaçons-nous donc dans le contexte de l'époque. Donc ça, c'est les sources secondaires qui aident beaucoup à le faire.
C'est-à-dire que pour l'époque, par exemple, publier un guide domestique, savoir gérer sa maison, c'était plutôt vu comme une force. Et pour certaines femmes, c'est une grande fierté. Oui. Donc ça, c'est dur. Alors j'étudie un petit peu ça parfois avec mes étudiants lors de TD. Et c'est difficile pour eux de comprendre ça. Et justement, il y a vraiment l'histoire des questionnements d'aujourd'hui, charge mentale et autres, qui interviennent. Je leur dis, mais on n'était pas du tout dans ce cas-là à l'époque. Et les femmes ne travaillaient pas, donc elles considéraient, certaines, pas toutes, que c'était de leur devoir d'agir ainsi. Et une grande fierté, en fait, de pouvoir avoir ce rôle et de se professionnaliser dans ce rôle via les guides notamment. Chose qu'elles n'auraient pas pu faire, sans doute, c'était rester je pense beaucoup à Orthononia, là, que tu parles. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Honoria, celle qui a écrit un livre, est-ce qu'elle l'aurait fait aussi en restant en Angleterre? Ah oui, alors ça, c'est Flora Anistil. Ah, alors, c'est Flora. Peut-être qu'elle aurait pu le faire, mais c'est vrai qu'il y avait déjà un guide super connu à l'époque. Ah, oui. Ça n'aurait pas eu le même succès. Oui. Alors que là, c'était sa spécificité. La best-seller. Là, c'est en Inde. Voilà. Et comment, toi, dans la thèse, là, justement, tu nous dis que tu es en train d'écrire, comment tu décides quoi raconter et quoi laisser de côté dans ton travail? Est-ce que c'est pas frustrant de pas tout pouvoir dire? Alors, les annexes vont être énormes. Tu mets tous les photos déjà, la de thèse doit être énorme. Ça doit être plus grand que les nôtres, Je sais pas, parce que... Alors, ça dépend, après, de... Chacun a ses... Sa façon d'écrire. Et a des consignes aussi. Oui, la mienne a fait de 250 la direction. pages. Ouais, mais avec toi, les annexes. Mais j'ai une thèse bio. une thèse en sciences, en biologie. Ah oui, c'est non, pas tout à fait la même chose. C'est pas encore fini, mais non, je pense que ça va être plus dense, mais notamment avec les annexes. C'est vrai que j'ai pas mal d'annexes. Mais j'ai encore oublié la question. Je sais plus. Comment tu choisis? Ah oui, comment je choisis? Est-ce que ça te frustre pas Excuse-moi, Chloé. Faire cette sélection? Alors ça a été un processus de deuil, un petit peu, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire que oui, il y a vraiment des parties que j'aurais aimé inclure peut-être ou développer plus, mais je suis limitée dans le temps, aussi dans le nombre de pages. Donc, il y a certaines parties, je me dis, mais c'est pas grave, ça fera un article. Un tome 2. Ou un article, et je me console comme ça. Ou un livre plus tard. Oui, on sait jamais. Ton journal, tout ce que j'ai vraiment voulu dire. Mon journal de journal. C'est ça. Et il y a un point que j'aimerais aborder de manière générale, parce que c'est super intéressant. L'histoire des femmes, on sait que c'est assez récent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Dans le monde académique, ça a émergé très récemment. Ça a émergé en 1973. En fait, je donne cette date, c'est assez connu maintenant. Mais en 1973, je crois que c'était le premier cours qui a été donné. Je crois que Michel Perrault, l'historienne, était là exactement pour ce cours. Et c'était l'intitulé, je suis désolée, je me souviens plus vraiment, mais c'était quelque chose comme y a-t-il une histoire des femmes? Mais bien sûr. Mais on s'était pas posé la question encore hyper avant. large comme titre. Ouais. Mais donc c'était ce cours, et en fait, à la suite, il y a eu beaucoup de collaborations européennes pour développer l'histoire des femmes et publier des premiers livres qui s'appellent Histoire des femmes en Occident. Parce que ça s'est beaucoup concentré sur les femmes en Occident tout d'abord. Donc oui, c'est assez récent. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis plongée vraiment dans l'histoire et l'historiographie des femmes britanniques en Inde, avant 1980, j'ai rien quasiment. J'ai pas de source secondaire. Donc c'est plutôt ensuite qu'il y a eu un pic grâce à l'histoire des femmes qui s'est développée, mais l'histoire de l'Empire aussi, qui a eu un regain d'importance dans la deuxième partie aussi du XXe siècle. Et de manière générale, en dehors de simplement ton sujet, est-ce que, c'est un peu naïf, on dirait comme question, mais est-ce que tu sais pourquoi dans les études, l'histoire de manière générale, les femmes ont été aussi longtemps invisibilisées? Je sais qu'il y a une partie, je sais pas si c'est le bon terme, mais misogyne, en mode il y avait rien d'intéressant à dire, etc. Mais est-ce que aussi c'est
c'est quoi le principal élément? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est aussi une question de source, une question d'intérêt des historiens? Je pense que c'est les trois, en fait. Ouais. Non, je pense que tu as raison, c'est les trois. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment, je pense, où on s'est dit, les historiens, déjà, il y avait beaucoup d'historiens hommes, pas vraiment d'historiennes, donc ça limitait, on va dire, déjà là-dessus. Ensuite, je pense que ces historiens se sont beaucoup dit, et même les femmes elles-mêmes se sont beaucoup dit, nous, on n'a rien d'intéressant à raconter. Donc, on n'a pas notre place dans cette histoire, dans cette grande histoire, en fait. Et également, il y a cette idée, donc ça c'est ta troisième idée, l'idée des sources, en fait. On part souvent avec l'idée, et moi-même, avec l'idée, il n'y a rien. Mais en vrai, quand on cherche, on trouve. Ouais. Il y a beaucoup de chercheuses qui disent ça. Quand on cherche, on trouve. Et moi-même, j'ai trouvé finalement. Et j'ai trouvé beaucoup plus de femmes que celles qui étaient déjà citées, en fait. Listées dans les livres préexistants à ma thèse. Donc je suis très contente parce que ça permet aussi de sortir certaines femmes de l'ombre. Oui, ton travail, en fait, il vient vraiment pour compléter et sortir de l'ombre toutes ces femmes qui étaient invisibles avant. Et est-ce que du coup, des fois, tu adoptes un peu une relecture un peu critique de tout ce qui a été dit auparavant sur les femmes, j'arrive pas à le dire, la place des femmes dans l'Inde britannique, parce que tu vois, c'était ça aussi ton postulat de début, de montrer qu'il y avait plusieurs trajectoires de femmes, et c'est ça que tu as pu montrer au final. Ouais, est-ce que tu as pu, en gros, renouveler l'analyse qu'on faisait de la place des femmes à l'époque, qui était faite par les anciens historiens? C'est mieux dit comme ça. Alors là, je suis en train de le faire. Du coup, en écrivant, je vois que, en fait, mon idée, le postulat du début dont je parlais, c'est-à-dire de montrer qu'on a vraiment une évolution de la femme, là, ça me paraît clair. Et j'ai atteint cet objectif, mais parce que les sources sont là et me guident aussi, et m'ont guidée vers cette conclusion. Donc oui, on a une réelle évolution, ce qui semble finalement logique, parce que la femme, pourquoi serait-elle la seule actrice de cette histoire à ne pas évoluer? C'est impossible, en fait. Oui, c'est vrai. Oui, mais il fallait encore le prouver. Des acteurs, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit que tous ces sujets, cette étude des dominés, que ce soit les femmes, les personnes queer, les personnes qui ont été colonisées, etc., on voit que il y a eu un boom quand on va à la Fnac, il y a tout un tas de livres sur tout ça et tout. Mais est-ce que toi, tu as rencontré des résistances ou des critiques sur le fait d'étudier cette histoire des femmes, ou est-ce que tu sens que c'est quand même encore vu comme un sujet secondaire dans les cercles académiques? Et non, en fait. Non, je trouve même que j'ai toujours été encouragée dans mon sujet. Mais dans toutes les sphères que j'ai pu fréquenter, c'est-à-dire que ma directrice, évidemment, mon laboratoire, mais ensuite, quand je suis allée, que ce soit dans diverses universités françaises ou à l'étranger, j'ai eu un très très bon accueil, en fait, de mon sujet, et j'ai pas ressenti de résistance ou d'animosité du tout, plutôt un encouragement. En colloque, t'es jamais tombé sur des vieux historiens qui sont un peu en mode on s'en fout, vraiment, non. Non. On aurait pu penser, mais pas du tout. Ouais, pas du tout, en fait. C'est vrai que c'est un sujet hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trop adoré comment tu as raconté ça. Je te remercie. C'est vraiment une histoire puis, trop intéressante. Enfin, moi, perso, sans ton interview aujourd'hui, je pense que j'aurais jamais eu de connaisses en fait sur cette thématique-là. Tu nous as éduqués aujourd'hui. Ouais. On s'en sort grandi. Merci. J'ai une dernière petite question avant de passer à la suite. 1 million de questions pour en parler. On verra par mail. Est-ce que tu sais aujourd'hui est-ce que tu trouves de manière générale aujourd'hui en l'histoire britannique ou je sais pas, dans les écoles britanniques, je sais pas si c'est tout ça, si aujourd'hui le rôle qu'ont pu jouer ces femmes dans les colonies britanniques, c'est reconnu à sa juste valeur, c'est connu du grand public, ou malgré tout il y a encore du taf?
Non, ça reste. Il y a encore du taf. C'est preuve un avec peu, nous, là. C'est un peu comme en France. Il y a plusieurs associations qui luttent pour ça, pour que les femmes aussi elles reviennent dans nos livres d'histoire. Oui, c'est vrai. Alors, ça se fait petit à petit. Tu parlais tout à l'heure, Chloé, quand on va à la Fnac, on dit encore une marque. Il va falloir en dire 2 autres pour la loi E20, je crois. Quand on va à la Fnac, il y a pléthore de livres sur l'histoire des femmes. C'est super, mais ce serait bien que ça intervienne avant. Oui. Et déjà dans les programmes, en fait, qu'on ait un petit peu plus, même beaucoup plus, je dirais, ce pan de l'histoire qui est, je sais pas, là, vous, mais moi, en fait, maintenant que je suis sensibilisée à ça, j'ai repensé à mes cours d'histoire et à chaque fois, je me disais, mais en fait, on parle jamais des femmes. j'en ai jamais toujours vu. Jamais. Les grandes guerres. Ouais, voilà. Enfin, je me rappelle plus trop, mais ouais. Même les grands mouvements sociaux. Oui, non. C'est un peu invisibilisé. Elles sont pas là. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc non, il y a encore beaucoup du de taf. Mais ta thèse participe à à mettre faire en avancer lumière le les truc. gens de long. À son échelle, on va dire. Grain de sable par grain de sable, ça va. Flora finir. et Arnonina. Honoria. Honoria. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal avec ça. Alors Angelina, je pense qu'on a pas mal développé ta thématique et on a beaucoup parlé des Indes britanniques, donc on va un peu reprendre notre souffle, on va marquer une petite parenthèse, un peu de détente, et on a une partie qui s'appelle déjouer les clichés du doctorat. Pardon, c'est le jeu, c'est le super jeu. Et donc dans cette rubrique, on va te faire piocher une petite question dans cette pochette, ASMR pochette. Ce coup-là. Oui. Voilà. Tu vas donc avoir une question et est-ce une affirmation. que c'est un stéréotype ou non? C'est une affirmation sur la thèse, oui, ouais. C'était une négative. Sur le doctorat, je crois même. Attends, je pioche bien. Alors, oui. Hop. Des fois, ça peut être incongru ce qu'on a Attends, écrit. j'en ai 2. Oh. Attends, hop, tiens. Alors, super. Alors, je lis le papier que je viens de piocher. Les doctorants vont tous finir chômeurs. Aïe. Et alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Vérité, Je n'espère pas. Je n'espère pas, tout simplement. Mais je pense pas parce que je connais pas tous les doctorants, mais ceux que je connaisse ont quand même trouvé du travail. Oui, au final. Mais oui, lancez-vous. Et toi, sur une thèse d'histoire, quelles sont tes perspectives justement pour l'après? Est-ce qu'il y a des voies déjà tracées ou est-ce que tu peux partir un peu dans d'autres trucs? Alors, je connais pas vraiment tous les débouchés, je t'avoue, mais je pense qu'il y a, en dehors du monde académique, le monde de l'édition ou le monde aussi culturel, même la médiation scientifique, maintenant, on en parle beaucoup. Ça, c'est des domaines propices. Après, c'est vrai que moi, j'aimerais intégrer le monde académique, donc je réfléchis pas trop encore aux à côté. aux à côté. Après, beaucoup de doctorants en civi britanniques, mais aussi espagnols et autres, sont souvent déjà profs, en fait, professeurs collège, lycée, avant de se lancer dans la thèse. C'est mon cas, en fait. Donc, d'accord. On va avoir plein de questions pour la suite. Alors. Donc, c'est mon cas. Donc, je me dis, j'espère que le rectorat ne m'écoute pas actuellement. Donc, si... Bonjour, monsieur le Ludec. Si je n'arrive pas à intégrer ce monde académique, mais j'ai déjà ce travail donc de professeur d'anglais. Voilà. Ok. Attends, tu es prof d'anglais? Oui, en fait, oui. Là, j'ai plein de questions. Alors, attends, comment on va faire ça? Parce que là, je sais que tu as dit, tu as fait un parcours universitaire, tu as fait donc anglais. Enfin, non, donc, j'ai fait la licence d'anglais. C'est LLCE. Oh là là, on dirait le nom d'une banque. Ouais. LLCE et tout. Tu es partie en Angleterre faire des études aussi. Ma 3e année. Ta 3e année. Ok. Et après, tu as fait un master.
En fait, après, on a deux choix. Enfin, je résume un peu, mais on a deux choix. C'est soit on prend le master MEF, qui est le master pour devenir prof, soit on a un master, moi, dans ma fac, ça s'appelait le master LES, et c'était plus un master recherche. Ok. D'accord. Et donc, j'ai choisi la recherche. Mais j'ai quand même passé à côté donc mon concours de la fonction publique pour devenir prof. Que tu as eu. Que j'ai eu. Bravo. Félicitations. Merci. Et donc après, j'ai enseigné dans un lycée pendant 1 an. Et en même temps, en fait, que j'enseignais, donc que je faisais ce stage, je voulais déjà en faire une thèse depuis assez longtemps. Et j'ai préparé mon projet doctoral main dans la main avec ma directrice pendant cette année-là. Et ensuite, en fait, j'ai demandé, alors là, c'est très administratif, j'ai demandé une disponibilité au rectorat que j'ai eu pour poursuivre mon projet doctoral et mon contrat. T'as une dispo de 3 ans, c'est ça? J'ai eu une dispo de 3 ans et actuellement, on continue dans l'administratif. Je suis en détachement. Oui, parce que là, t'es en combienième d'année Je suis en 4e année. Ah oui, donc je sors de la même année en fait. Ah, tu vois. Ouais. Non, et donc oui, tu as demandé un détachement en plus pour pouvoir continuer. Et là, je suis à terre. Mais en même temps, nous avons la même liste. Toi aussi, t'es à terre. Non, parce que effectivement, je pense qu'on est plus, nous en tout cas, coutumiers du système de financement pour des sciences un peu plus dures, entre grosses guillemets, comme elles sont décrites, où dans ces cadres-là, on a des financements pour 3 ans et en fait, on n'a pas besoin de travailler à côté. Mais toi, tu es dans ce qu'on appelle plus des sciences humaines et j'ai l'impression que le système de financement n'est pas du tout le même. C'est le même, c'est toujours la bourse. Alors, moi, j'ai eu un contrat doc, en fait. D'accord. RIN. Si, on a tous les mêmes contrats. Mais malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde et beaucoup doivent travailler en parallèle. Beaucoup travaillent en même temps, donc enchaînent parfois les heures de cours dans un collège-lycée en plus de leur thèse. En plus de la recherche. Ouais. Et puis, même si c'est le même système, entre guillemets, vous obtenez quand même moins de financement. Ah oui, souvent, oui. Ok. Et donc là, après, quand la thèse va être soutenue, back to school ou, enfin, je sais pas, non, tu vas faire aussi les concours parce que si tu veux être maître de conf... j'aimerais bien, moi, passer la qualif. Voilà. Mais c'est bien parce que tu sais que sinon, tu as ton plan B, quoi. Il y a le petit lycée qui t'attend. Et t'enseignes au lycée, c'est quoi? C'est toutes les classes ou... Alors, quand j'enseignais au lycée, j'ai fait de la seconde et de la terminale euro. Ok. Voilà. Donc c'était très très sympa et les élèves étaient très gentils. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Et le fait d'enseigner l'anglais alors que tu es historienne, c'est un choix? En fait, je suis angliciste. Mais non, mais c'est surtout le truc, c'est... Toi, tu préfères qu'on te considère comme, comment on dit, pas anglaise, mais linguiste ou historienne, en fait. Angliciste ou historienne. Je fais de l'histoire britannique. Je dirais que tu fais les deux. Je suis plutôt historienne, mais grâce à mon parcours d'angliciste, je parle anglais et donc ça me donne quand même accès à des sources. T'es bilingue. Ah oui. Oui, ma fille. Oui, c'est que maintenant que je me pose la question. Excusez-moi, c'est un peu long. Justement, quand même, bilingue. Mais bilingue d'un anglais contemporain, c'est... Si je reviens rapidement au sujet... Je vais me calmer, sinon je vais partir en roulis. Mais retournons au 19e, j'adore. Justement, dans ces sources du 19e siècle, ça doit être un anglais très technique, très soutenu. En vrai, ça va. C'est l'anglais du 19e est très simple à comprendre pour quelqu'un qui a fait déjà une licence. C'est pas compliqué. Par contre, si on remonte, alors là je suis moins experte évidemment, mais à des périodes, par exemple 16e, là je pense que ça aurait, entre guillemets, posé quelques embûches, mais le 19e ça va. Et moi, une question que je me pose, comme tu es la première historienne qu'on reçoit, c'est quoi ton quotidien si tu devais décrire ta journée type déjà, tu as un labo. Oui. Et c'est quoi, je sais pas, la journée type? C'est j'ouvre une archive. Est-ce que, comme tous les historiens connus, tu as un chapeau et un fouet? Ouais. Pas du tout. C'est dans le kit d'accueil. J'espère.
Alors, en fait, la journée type, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup changé depuis la première année de doctorat jusqu'à maintenant. Si on prend maintenant, par exemple, la journée type, c'est plutôt, je donne mes cours à la fac, je rentre et j'écris. Alors, ça c'est paraît très monotone et vraiment moins excitant que les archives. Oui. Mais j'ai eu, surtout en 2e et 3e année, plutôt ce quotidien où, en effet, j'ouvrais mon petit Google Drive. Pour ne pas le citer. Voilà. Alors, je donnais pas de cours, moi, en 2e et 3e année, vu que j'étais financée. C'était vraiment... j'avais beaucoup de chance. J'ai pu faire 100% recherche. Donc, j'ouvrais ces documents et puis... let's go. Donc, je devais transcrire, voir ce qui était aussi sélectionner les informations intéressantes ou non, parce que vous imaginez, par exemple, je reparle d'elle, mais 4500 photos d'Honoria, je ne prends pas en compte tout ce qu'elle dit. Enfin, j'ai tout lu, du dimanche. mais voilà, il faut que je note ce qui est vraiment pertinent, intéressant, moi, pour mon sujet. Et donc, c'est essentiellement un travail d'archives classique, comme on l'imagine, mais est-ce qu'il y a, on dira, une part de terrain quand on est doctorant dans ce type de domaine, enfin en histoire, en civilisation britannique, avec, une part de discussion, d'échange avec d'autres chercheurs, des moments de rencontre, autres que juste être dans ces archives et confiné à ce cliché qu'on a de ces doctorants-là. Ah non, mais c'est vrai que j'ai même beaucoup d'amis qui sont pas du domaine et qui me disent ça doit être très solitaire comme travail. C'est vrai qu'il y a une partie solo, mais encore une fois, je trouve que c'est surtout au début, parce qu'après, on sort aussi de nos archives pour... La porte mais il y a s'ouvre. le labo. En fait, je trouve que la vie doctorale est quand même super active. Déjà, vous voyez, d'où on se rencontre aujourd'hui. Là, je ne suis pas seule face à mes documents. Si vous êtes en thèse, vous n'êtes pas seule. Il y a quand même plusieurs cercles qui nous permettent de parler, d'échanger. Même les archives, c'est quand même un moment où on peut échanger avec les archivistes. Ensuite, il y a le labo. Moi, c'est vrai que c'est des équipes que j'ai beaucoup mises à contribution. En fait, l'ED aussi. J'étais assez active à l'ED et à la SAES. Ça, c'est notre société de recherche d'anglicistes de France, où on est tous réunis à certains moments. Et du coup, je me suis pas vraiment sentie seule, en fait, grâce à tous ces cercles. Ouais. Ok. Et tu as rencontré des historiens ou des historiennes ou d'autres personnes qui étudient exactement ce sujet-là? Peut-être j'imagine, au Royaume-Uni, il y a plus de personnes qui étudient des sujets assez similaires. Alors, similaires, oui, mais... Et encore, en fait, très peu. Ce qui me rassure, parce que je ne sais pas si vous, dans vos domaines, il y a ça, mais moi, je me suis toujours dit, imagine, il y a quelqu'un dans le monde qui est en train de faire... fait la même chose que moi. Qui va évidemment faire mieux que moi. Bien sûr. Et puis beaucoup plus rapidement, qui va publier, en fait, un livre qui est exactement ma thèse. Et tout mon travail sert à rien. Quand t'es en thèse, c'est un peu ton sujet, c'est ton truc à toi. Bébé. Et c'est vrai, quand tu vois quelqu'un qui... Enfin, mais ça n'existe jamais, mais qui fait la même chose, t'es en mode, oh my... non, je comprends. Mais il y a une chercheuse, ça y est, qui est docteur, qui a publié, qui s'appelle Ipshita Nath. Et en fait, elle a étudié ces femmes britanniques en Inde, mais d'un côté, en fait, littérature, du côté littéraire. Donc, en fait, nos recherches, elles se complètent plutôt. Et donc, en fait, alors, je ne l'ai pas rencontrée. Ça allait être ma question. Est-ce que tu as interagi avec elle ou pas du tout? Mais j'aimerais beaucoup la rencontrer quand j'aurai un moment. Ce serait super lors d'un événement. Et non, j'ai rencontré personne qui fait vraiment quelque chose de similaire finalement ou mon sujet. Mais j'ai envie de dire heureusement, parce que ça a été mon inquiétude pendant pas mal de temps. Ouais. Et moi, je me demandais, comme c'est quand même l'histoire qui concerne l'Angleterre, est-ce que tu as fait déjà des conférences en Angleterre pour parler de ça? Oui,
Oh, la classe. Ouais, non, c'était super. C'était un événement à Cambridge. Oh. Oh, Ouais, oui, quand même. ça va. Hein. On se... On ne se refuse rien. Oui, je vois. Et c'était un événement, c'était organisé par ma directrice, hein, que Trop je cool. salue à nouveau, et c'était sur les journaux intimes. Donc Oh. forcément, j'ai pu parler. Le rêve. Mon Dieu, j'espère qu'ils vont être publiés, les miens. Je pourrais les étudier, t'inclure dans mes sources. Tu prévois un voyage en Inde prochainement Ça ou- serait trop bien. Oui, en bateau. Oui, moi, j'adore ça. Ok, et ouais, c'est différent les colloques en Angleterre d'en France, ou c'est toujours un peu classiquement la même chose Alors, c'est vrai que j'ai le recul que d'un événement. Hein. Oui. J'ai fait juste cet événement, ce colloque là-bas. Mais non, c'est le format hein, est assez, assez classique. Et j'ai retrouvé, mais comme je trouve en France, un environnement assez bienveillant en fait, Ouais. avec les jeunes chercheurs et doctorants. Donc j'ai beaucoup apprécié. C'est cool ça. Tout le monde est un peu dans la même galère et tout Ouais, le monde c'est comprend ça. en fait comment les Absolument. autres sont. Et une chose que je me demandais, est-ce que en tant que Française, on dira, t'as jamais eu une sorte de syndrome de l'imposteur, plus au sens où qu'est-ce que je fais à étudier ça? Est-ce que ce serait pas plutôt à Ouais, Aux un Anglais. un Britannique d'étudier. d'étudier ça? J'ai pas la culture? Ou est-ce que t'as déjà eu peur justement que ces personnes-là te disent ça? Mais en fait, alors on ne m'a jamais dit ça. Au contraire, souvent on se dit mais qu'est-ce que cette Française, enfin dans les questions qu'on me pose, je sens que c'est plutôt ça. Qu'est-ce que cette Française fait à étudier ce sujet? Comment elle a fait Ouais. Comment pour elle en est arrivée là? découvrir ce sujet? Bon après, quand on connaît mon parcours, ça devient logique. Mais en fait, moi, vu que j'ai fait des études vraiment d'anglais, de culture anglaise, de civi britannique tout le temps, c'est plus mon domaine d'expertise que l'histoire française. Oui. D'ailleurs, quand on essaye parfois de me poser des questions sur l'Empire français, Oh là là. c'est... Alors, évidemment, ça m'est pas totalement inconnu, Oui. mais je ne suis pas du tout experte, je connais beaucoup moins ce sujet, Ouais. même si je suis française. Et donc, en fait, c'est plutôt le contraire. Si j'étudie l'histoire française, là, j'aurais un syndrome parce que je me dirais, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les études et mais j'y connais pas grand-chose, du moins c'est mon impression par rapport à l'histoire britannique. Et, tu fais beaucoup de vulgarisation. Je crois que oui. Tu as fait ma thèse en 180 secondes. Oui, je l'ai Ok. fait Et c'est il y a 2 ans. C'était il y a ouais. 2 ans. Et c'est quoi pour toi? Ça représente quoi la vulgarisation? On en parle beaucoup. C'est super. Tu penses quoi en fait de cet exercice? Pour le public ou pour nous? Ah Oh, pour les deux en hein. fait. Hein. Les deux, ouais. Pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte Moi, je trouve ça super. Alors, ma thèse 180 secondes, j'ai adoré, mais je fais aussi de la vulgarisation à des petits groupes, parfois pendant la fête de la science notamment. Ok. Et on reçoit des petits groupes en fait de primaires. Ok. Et je trouve que c'est le public, en fait, du moins, de mon point de vue, le plus exigeant et qui va vraiment me poser des questions très pertinentes. Et c'est vrai que c'est là où c'est un gros challenge de vulgariser ouais. parce que... Ah, bon, on s'adresse voilà. pas à n'importe qui. Hein. Ouais. Oh, Oui. et c'est vrai qu'on m'a déjà demandé, mais si cette femme a vécu en Inde, pourquoi c'est pas écrit en indien dans son livre? Mais en fait, c'est une super question. Ouais, il y a une logique. C'est une super question et donc ça m'oblige en fait à retourner à beaucoup de basiques de mon sujet, mais en le vulgarisant au maximum. Donc je dirais que c'est un super challenge pour nous et parfois ça nous ramène aussi aux bases de notre sujet et à ce qui est important. En Ouais. fait, en nous questionnant, on se questionne nous aussi. Des fois, hein. on a un peu trop la tête dans le guidon, Ouais. on va C'est ça. dire, et on se focalise trop sur des détails, alors que des fois, il faut un peu avoir le plan large de sa thématique. Exactement. Et du côté public, alors même si c'est de la vulga, donc c'est vrai que c'est pas académique, mais j'ai envie de dire, après tout, en fait, c'est pas ça qui est grave. Je trouve ça super la vulgarisation
pour, via les podcasts ou les événements, pour avoir au moins une porte d'entrée en fait vers le sujet. Et ça, c'est vrai que j'en parle même souvent à mes étudiants. Parfois, je leur dis bon, ok, vous n'avez pas envie de lire tel ou tel livre, je peux comprendre. Et en plus, je sais parfois qu'ils ne le feront pas, mais je leur propose. Au moins pour avoir cette porte d'entrée, un podcast ou quelque chose. Alors, parfois, je leur conseille des podcasts assez sérieux. C'est vrai que c'est France Culture ou autre, mais ça reste quelque chose qu'ils peuvent écouter. Qui change, ils vont se promener, ils mettent ça dans les oreilles. Exactement, c'est ce que je leur dis. Et j'ai des retours assez positifs. Certains me disent, j'ai écouté le podcast et ça leur donne envie d'aller voir telle ou telle chose. Donc, c'est... Oui, c'est cool. C'est le début. Et... Aujourd'hui, il y a de plus en plus de vulgarisation, surtout en histoire. J'ai l'impression que c'est une des sciences qui est le plus vulgarisée. Et il y a notamment pas mal de youtubeurs histoire qui ont pas mal d'abonnés, etc., qui ne sont pas toujours issus du domaine académique, qui n'ont pas nécessairement une formation dans ces domaines. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que pour toi, c'est un peu une chance ou à l'inverse un risque C'est vrai que c'est à double tranchant. On peut, on a la liberté des réseaux qui nous permet de dire tout ce qu'on veut, même des choses non vérifiées. Donc ça, c'est un gros risque. Mais à la fois, il y a beaucoup de contenus quand même qui me paraissent être... j'écoute pas beaucoup de vulgarisateurs sur YouTube. Mais le peu de noms que je connais, ça me paraît être des contenus de grande qualité. Et encore une fois, je trouve que c'est génial pour des primaires ou des ados, ou même nos étudiants, qui sait, qui voudraient en connaître plus sur un sujet, au début, de manière un peu large. Et peut-être après, ça peut les lancer vers d'autres, vers des lectures ou autres, ou pas d'ailleurs. Mais au moins d'avoir ce moment qui est entre l'éducation et le divertissement. Moi, je trouve ça super. Je disais que c'était à double tranchant, mais je suis plus positive sur ce sujet que négative. Et ce qui vous rassemble, c'est quand même la passion pour un sujet d'histoire, en fait. Ouais, c'est ça. Et la transmission. Et comme j'ai fait penser à un truc, je reste sur l'histoire. De toute façon, ça se voit, tu es quelqu'un de passionné par ce sujet, l'histoire. Et si tu devais faire, je sais pas, une autre thèse d'histoire, ce serait sur quel sujet ou quelle époque, franchement, t'anime aussi et que tu aurais aimé faire dans un monde parallèle une autre thèse? Non, mais je compte faire une deuxième thèse. C'est vrai? Non, je rigole. Je n'ai jamais entendu cette phrase, d'ailleurs, prononcée par un doctorant. Non, c'est vrai. Alors, j'ai jamais eu de doute sur ce sujet. Ça s'est vraiment présenté à moi naturellement. Mais si vraiment je devais faire une deuxième thèse dans un monde parallèle, bien sûr. comme tu dis, je pense que je resterais vraiment sur les migrations. Le côté migration et mouvement. Parce que je pense que c'est ce qui m'anime vraiment. Et après, mon héritage familial fait que ça m'intéresse. Et je pense que j'aurais aimé étudier, alors c'est pas très précis, mais l'immigration peut-être de l'Europe vers les États-Unis. Je sais pas vraiment vers quel pays, mais je serais restée quand même dans cette ère anglophone. Oui. Parce que j'ai aussi fait de l'histoire des États-Unis pendant mon parcours. Donc ça va être sympa. voilà, pour découvrir quand même un autre pays. Et voilà. Et je passe sur toute autre chose, mais aujourd'hui, la colonisation de manière générale, c'est un sujet très politisé et surtout très touchy, on dira, avec en ce moment, mais depuis quelques années, des sujets des statuts déboulonnés. Même récemment, on a reparlé de la colonisation de l'Algérie beaucoup. Comment toi, en tant que chercheuse, tu te positionnes dans ces débats, enfin, plutôt au sens, est-ce que c'est pas difficile d'être au milieu de tout ça? Alors, ça peut être difficile, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir pour tous les débats d'emblée comment se positionner, surtout quand on est doctorant, je dirais. Oui. On est un peu dans une zone grise, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment étudiant, mais à la fois on n'est pas diplômé. On n'est pas encore... Exactement. Donc, je trouve que c'est souvent difficile, mais à la fois, tous ces débats
Je trouve qu'ils nous permettent, en tant qu'historiens, mais d'avoir une voix, en fait, de revenir à ce qui nous anime, c'est-à-dire la recherche de la source et de la vérité. La vérité. Mais j'ai envie de dire en tant qu'historien, mais en tant que scientifique, Oui, en c'est fait, vrai. tous. Oui. Et de revenir à ces basiques et de renforcer en fait la vérité, de dire mais il y a cette source, ok, on a le droit de questionner, Mhm. on a le droit de questionner, d'avoir des débats, de questionner le bien fondé ou pas d'une statue. Pourquoi? Mais ça nous permet en fait de développer pourquoi on la questionne, pourquoi cette statue existe, pourquoi elle a été là, et de revenir aux sources, à l'histoire et à la vérité. C'est beau, hein? Ouais. Ouais, franchement, belle réponse. Hein. Et aujourd'hui, on vit dans une époque, mais bon, je pense que ça a toujours été le cas, où l'histoire est très instrumentalisée en politique. J'ai par exemple récemment appris, grâce à un milliardaire américain, Elon Musk, pour ne pas citer, que Hitler était finalement socialiste. Est-ce que tu penses que, justement, est-ce que les historiens, ils n'ont pas un rôle à jouer? Qu'est-ce que les historiens peuvent faire pour contrôler un peu tout ça? Est-ce qu'ils doivent intervenir dans tout ça pour justement Rétablir la vérité. rétablir la vérité? Balayer Qu'est-ce qu'on peut faire l'obscurantisme. justement contre tout ça? Je pense vraiment, oui, que les historiennes ont un rôle à jouer là-dessus, parce qu'ils sont justement ceux qui ont normalement la méthode et le savoir pour retourner aux sources, comme je disais un petit peu tout à l'heure. Et je pense aussi que l'histoire, elle a toujours été instrumentalisée. Alors toujours, je ne sais pas, mais au 19e, en tout cas, on a déjà des exemples. Et les différentes études qui sortent maintenant, donc des études décoloniales, postcoloniales, toutes ces nouvelles études permettent en fait d'enrichir aussi le spectre et parfois d'avoir justement le deuxième côté, de comprendre pourquoi un événement a été instrumentalisé, comment aujourd'hui on l'analyse grâce à peut-être de nouvelles sources, de nouvelles archives, ou la prise en compte aussi d'autres voix qui étaient considérées comme mineures ou des voix colonisées, dans le cas de l'histoire que j'étudie. Et ça permet, encore une fois, de rétablir les choses. Mais oui. C'est vrai. Après ces débats passionnants, je pense que maintenant on est tous au point sur tout ce qui s'est passé, l'histoire des migrations des femmes britanniques, Ou en etc. tout cas, on a de solides bases maintenant. Ah bah là, moi, franchement, ça m'a plu. Bon, on sait que la thèse, c'est pas vraiment non plus que des choses sérieuses. Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote ou une histoire drôle à nous raconter de ce qui te serait arrivé en thèse, je sais pas, peut-être en Angleterre ou en France, ou alors, parce qu'on n'a pas tous des anecdotes qui viennent en tête, c'est quoi ton plus beau souvenir de thèse, hormis la lecture des récits de Honorina? Honoria. Ah putain, Honoria. Oh putain, c'est trop De dur. Flora. Ou Flora. J'aurais dû rester sur Flora. Alors, je ne sais pas si mes anecdotes sont drôles, mais Non, quand mais même, c'est des anecdotes. il y a des anecdotes. Alors moi, j'ai souvent beaucoup d'anecdotes liées au transport, parce que je ne suis pas véhiculée. Voilà, mes amis le savent. Alors j'ai mon permis, mais je déteste conduire. Ah oui. Donc je prends souvent les transports. Alors d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir avec la thèse, mais je devais aller à Londres la semaine dernière. Je devais partir le vendredi. Il y a eu Qui des a choisi voilà, le jour où on découvre un obus qui était là depuis 80 ans pour partir? C'est moi. C'est moi. Alors, ça, je me suis dit que j'allais vous le raconter parce que c'est récent. Mais alors, le premier voyage d'archives que j'ai fait, j'ai pris le bateau, à l'aller, mais aussi au retour. Tu t'es déjà plongée un peu dans la vie. Oui. J'ai pris le bateau pour aller donc à Portsmouth et ensuite on peut aller à Londres facilement. Et c'était la période encore un peu Covid. Alors c'était un peu la deuxième phase du Covid où c'était un peu j'allais dire coup de feu, mais pas du tout. Non. Couvre-feu, Oui, excusez-moi. voilà, ouais. Et donc j'avais mon billet retour. Tout allait bien. Je suis arrivée environ 2 heures avant et heureusement.
Et là, la dame, je lui dis, est-ce que tout va bien pour le départ? Est-ce que j'ai tous les documents? Et elle me dit, normalement, oui. Et je lui dis, comment ça, normalement? Ça veut dire quoi? Et elle me dit, mais en fait, on attend une directive qui va sûrement tomber d'ici un quart d'heure, 20 minutes, pour finalement dire qu'il faut un test PCR. Et je dis, ah oui, mais ça pouvait pas être anticipé. Oui, mais moi, c'est bon, je suis validée, en fait. Et là, donc, je me dis, non, quand même, ils vont pas sortir là, tout de suite, de leur chapeau, un document pour dire qu'il me faut un test PCR tout de suite maintenant pour embarquer dans 1 heure. Ah ouais. Je vais m'asseoir, je prends un petit café. La dame vient vers moi et je me dis, Aïe. je sens Tu vas le te truc. prendre le coton-tige. Et donc, elle me dit, en fait, il faut un test PCR, là, tout de suite. Je dis, mais je fais comment, moi, là? Je suis à la gare maritime, je sais même pas où il y a une pharmacie. Bon, la dame a été super sympa, elle m'a dit, je vous appelle un taxi, il va vous attendre, vous allez faire votre test PCR. Mais en fait, je suis arrivée, heureusement, enfin, j'ai eu le temps d'aller faire tout ça. ouais, Heureusement que j'étais en avance. Et je suis arrivée in extremis, j'avais mon test PCR validé et j'ai pu rentrer. Alors, ça paraît être pas grave, mais en fait, ça faisait 2 mois que j'étais sur place. J'étais très fatiguée après ce long séjour d'archives. Chez soi. J'avais vraiment hâte de rentrer. Et second séjour d'archives, ah non, pas le second, peut-être le 4e, j'étais partie un petit peu, je crois que j'étais partie que 15 jours cette fois-là. Ou 3 semaines, mais en fait la reine d'Angleterre est morte pendant que j'étais aux archives. Alors oui, certains m'ont dit t'es sur place, c'est génial. Oui, mais je me suis dit oui, mais si les archives ferment, moi ça je peux plus rien faire, ça sert à rien là mon séjour. Enfin ma mission est foutue quoi. J'étais super stressée, comme d'hab, mais, maternelle. mais du coup, en fait, les archives ont fermé qu'une seule journée. Bon, ça va. Ouais. Donc, oui, ça va. Oh, voilà, des petites anecdotes. Ah ouais, merci, elles sont d'archives. belles. Hein. Et dernière chose, ce qu'on aime bien faire des recommandations de nos auditeurs. Est-ce que, je sais pas, tu as une recommandation d'une musique que tu trouves super pour travailler ou pour rien, pour faire autre chose, je veux dire, un film, un livre ou un plat de cuisine, un restaurant à recommander surtout, comme nous, on ne connaît pas trop le Havre, est-ce que tu as des bonnes adresses? Moi, j'y suis allé une fois, j'ai pas eu une super sensation. Ah mince. Je suis arrivé par le port. Ah oui, j'ai non, pas mais du c'est tout mort. aimé. Oui, mais il faut aller plus loin. Ouais, mais beaucoup de gens me le disent. Et moi, je suis resté au port, quoi. C'est une architecture originale. Oui. Mais oui, Perret et tout, alors. Ouais. Bon, une prochaine fois, tu me diras, je te montrerai Voilà, les bons points je pense qu'il faut des tips. du Havre. Ouais, voilà. Et là, je pense pas à un restaurant, mais en fait, je pense plutôt à un livre. C'est un des derniers livres que j'ai lu. Pas pour la thèse. Hein. Attention. Boule et Bill, l'album numéro 4. Et ça faisait longtemps que j'avais pas relu de la fiction parce que j'avais pas le temps. Oui. Mais là, j'en ai relu. Et donc, c'est un livre qui s'appelle La colère des aubergines. Attention. Ok. Et c'est par une autrice indienne. Elle s'appelle Bulbul Sharma. B-U-L. Bon, je vais pas écrire. Je J'étais sais pas la colère si des loin, en aubergines. fait, Mathilde. Et voilà. Oui, il y a eu un moment. J'étais pas loin. Et en fait, j'ai adoré parce que c'est un mélange entre ses souvenirs d'enfance et des recettes de cuisine. Donc, c'est un peu son histoire familiale, mais aussi l'histoire culinaire de sa famille. Elle aime pas trop les aubergines. J'ai adoré. C'est la Madeleine de Proust, mais version indienne. En fait. Voilà, et un bien. peu avec ce côté culinaire que j'aime bien. Donc, j'ai adoré. C'est beau. Voilà. Ok. Cool. Merci Super beaucoup cool. pour Merci, cet épisode. C'était Angelina. vraiment chouette. Merci Super à vous intéressant. trois. Et puis, pour nos auditeurs qui sont encore là, Bravo. déjà, ça vous a plu. Ouais. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé. Oui, et si vous êtes là, c'est que vous voulez peut-être participer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes doctorant. Et n'hésitez surtout pas à partager ce podcast. Oui, Je merci. kiffe, j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma Ouais. vie. Sur vos réseaux sociaux, Ouais, de ça liker, nous aiderait de énormément. commenter. Ou même Et de voilà. dire que c'était bien. Oui, Ça fait certains chaud au le cœur. font. Oui. Osez. Voilà, un petit like sur YouTube, ça nous Voilà. fait plaisir. Commentaire Soyez sur audacieux. Spotify. Abonnez-vous. Merde. Bon, merci à tous et la rendez-vous le mois prochaine. prochain. Merci. Au mois prochain. Au revoir.
L'épisode touche maintenant à sa fin. Nous remercions bien sûr notre invité du jour d'avoir pris la peine d'être venu nous conter ces diverses histoires. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur ce podcast. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos propositions de questions pour l'épisode prochain à l'aide du mail présent dans la description. Nous en profitons pour remercier l'Université de Caen et le CEMU de nous avoir aidés à l'enregistrement de ce podcast. Et en attendant, on se dit à bientôt.